Bonjour à nouveau donc toutes les personnes qui sont ici et éventuellement aux personnes qui visionneront euh, la petite vidéo qui va suivre cette contribution. Donc j'ai le plaisir donc d'accueillir Marie-Claude Bergouignan qui est professeure émérite en sciences économiques et Martine Vidal qui est présidente du Cercle Condorcet de Bordeaux pour cette contribution. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Martine qui va nous présenter un petit peu Marie-Claude. Et ensuite, Marie-Claude nous fera sa présentation. Elle va nous se présenter aussi le thème que va évoquer Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude Bergugnan. C'est un plaisir de vous avoir, de vous rencontrer pour la première fois, de vous écouter tout à l'heure. Donc, comme disait Dominique Delougne, vous avez enseigné et cherché à l'université de Bordeaux 4 en tant qu'économiste, économiste renommé, hein, qui a beaucoup publié. Mais surtout, aujourd'hui, vous êtes là en tant que militante féministe reconnu aussi pour votre engagement en faveur des droits des femmes et de l'égalité des sexes. Vous avez beaucoup contribué à des discussions et à des mouvements autour des questions féministes, abordant des thèmes tels que la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion d'égalité dans divers aspects de la vie sociale et professionnelle. Mais ce qui m'a marqué beaucoup pour vous connaître, ce sont surtout vos recherches et vos vos analyses économiques qui ont porté sur la condition féminine et sur le travail des femmes. Vous êtes donc maintenant retraité, vous participez au comité de rédaction de la revue Phaéton et dans ce cadre-là, vous avez commis deux ouvrages que j'ai pu repérer, que vous nous avez aussi signalés dans votre présentation. Le premier, c'est Trois carnets de la Grande Guerre de 2019 et le second ouvrage, c'est Firmin Farge, D'une guerre l'autre, un instituteur républicain. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller y voir un petit peu et j'ai vu quelques vidéos que Espace Marx a diffusées, en particulier une que vous avez appelée Les trajectoires féministes, nouveau destin du corps, que j'ai trouvé particulièrement passionnant. Mais aujourd'hui, votre contribution à la 17e édition des rencontres Espace Marx a pour titre Après la vague MeToo, point d'interrogation. Et j'insiste un peu sur le point d'interrogation. Je vous laisse donc la parole pour nous aider à nous projeter dans le futur. Est-ce une vague? Est-ce une révolution? Merci. Bien, bonjour à tous, donc rebonjour. Euh, voilà, oui, tout a été résumé à peu près tout ce qui a été donc mon apport à la cause des femmes. J'avais commencé en fait en 78 par une thèse en sciences économiques qui faisait appel en fait à une grille de lecture marxiste. Donc ça a été un des premiers travaux en France enfin académiques, on va dire, sur, en effet, la manière dont le travail des femmes en tant que travail domestique ou le travail salarié contribuait en fait à la marche de l'accumulation du capital. Alors c'était extrêmement ambitieux, extrêmement large, mais c'était en fait des pistes qui ont été lancées sur la manière dont ce genre de comment en particulier la, la, la famille, reprenant en somme des intuitions qu'avait suggéré Engels, en fait, la famille contribue en fait d'une certaine manière à travers les femmes et à travers la reproduction et la production de travail domestique contribue donc à la marche du système économique. Alors aujourd'hui, donc, je me lance sur un thème qui est celui de MeToo et je vais commencer dans un premier temps à décrire ce que l'on a appelé en fait une révolution. Donc c'est ainsi que le mouvement féministe en fait se décrit comme étant révolutionnaire au sens où euh, il s'agit d'un renouveau peut-être, un renouveau de la parole, une parole qui a été largement minimisée pour pas dire oubliée ou invisibilisée dans pas mal de cas. Alors, révolution aussi parce que c'est une forme de pas de côté par rapport au silence
moi j'estime en tout cas être le silence ou la mélancolie de ce dont souffre la gauche, cette espèce de forme de non-projet qui apparaît en fait difficilement euh, concevable et qui est difficilement nouée avec la question des femmes, qui paraît en fait toujours très problématique. Alors, MeToo, en quoi est-ce que c'est une révolution? Bon, on peut aller assez vite et dire ceci, c'est un mouvement à dimension internationale. Et ce mouvement s'adresse, et c'est d'abord adressé aux violences sexuelles faites aux femmes. Et en fait, c'est une manière de remettre en scène la question du droit des femmes qui avait occupé les débats publics à un moment donné, puis qui avait un petit peu cessé d'être examiné en tout cas. Alors, ce mouvement MeToo propose un horizon émancipateur. En gros, c'est en cela qu'il peut être une révolution. Il conteste la domination masculine et le contrôle sur le corps des femmes et il bouleverse, ou il essaie de bouleverser les représentations du masculin et du féminin. Donc, je dirais qu'il s'agit de changer la vie pour reprendre un thème qui a été celui de Rimbaud en son temps. Alors, MeToo a surgi, c'est-à-dire que quelque part, on ne s'y attendait pas. Il y a donc ce surgissement a été accompagné des médias. Les médias ont beaucoup fait effectivement pour amplifier peut-être et déformer le mouvement. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que le mouvement a été bien reçu? Eh bien, il y a eu de nouveaux postes qui ont été créés, par exemple le poste de gender editor, qui est, comme son nom l'indique, d'obédience américaine, mais a donc essaimé ailleurs. Il y a des chartes, des codes éthiques qui se sont multipliés. Et en gros, il y a eu la question des affaires, entre guillemets, c'est-à-dire des scandales qui ont émergé notamment dans le domaine du cinéma, mais pas que. Mais c'est pas que ça. Et il y a eu aussi ce qu'on a appelé des reconnaissances plus institutionnelles, comme par exemple le Grenelle contre les violences conjugales. Et en 2024, on a eu quand même, voir le droit IVG inscrit dans la Constitution, ou en tout cas, bon, j'arrête sur le débat, mais le droit, entre guillemets, à l'IVG. En 2019, en France, qu'est-ce qu'on observe? Le terme de crime passionnel tend à disparaître, quand dans le même temps, celui de féminicide est de plus en plus présent dans le langage courant. Alors, je dois quand même signaler que féminicide était un terme qui était reconnu au XIXe siècle et par conséquent avait subi une espèce d'éclipse, reconnu non par le droit, mais qui était donc un terme qui était employé. Le nombre de signalements pour violences sexuelles a progressé, mais cette évolution est ambiguë puisqu'on assiste à la fois à un meilleur accès à la justice, sans doute, mais en même temps peut-être une hausse des dommages. C'est une question qui reste ouverte. Qu'est-ce qui se passe ensuite? D'innombrables classements sans suite des plaintes pour viol qui dénotent un manque évident de volonté politique. Ainsi, la Fondation des femmes estime que moins d'un agresseur sur 3 fait l'objet de poursuites et la justice est trop lente et inefficace. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement ceci, quand des poursuites sont engagées, en moyenne, les victimes attendent à peu près 6 ans avant qu'une décision de justice soit en fait dite. Alors, la réalité, c'est encore ceci, une forme de minimisation des faits ou pas mal de viols qui sont requalifiés en agression sexuelle. Donc, à tel point que pour améliorer le traitement judiciaire des violences faites aux femmes, de plus en plus de voix s'élèvent en France pour réclamer la mise en place de tribunaux spécialisés, ainsi que cela a été fait en Espagne ou au Québec. Donc en France, la situation est assez mitigée, je dirais, pour résumer un petit peu ce premier point. Je vais maintenant aborder un second point, qui me paraît plus décisif, disons, pour ma communication, c'est le fait que MeToo est maintenant sous le feu d'un faisceau de critiques. Alors, lesquelles?
elles émanent tant de la droite extrême que d'intellectuels qui se réclament de la gauche ou se rattachent au féminisme dit libéral. Alors, pour ne citer que lui, Emmanuel Macron a par exemple déclaré aux associations féministes: je ne veux pas d'une société de la délation. Ça, c'était en préambule, en déclaration préliminaire de la réception qu'il a fait donc à ces associations. L'opinion publique, qui est un impensé, reproche à MeToo de confondre donc dénonciation et délation, de passer outre la présomption d'innocence, de jouer au tribunal médiatique, donc je cite, sans jugement ni preuve. On parle parfois même d'inquisition ou de logique totalitaire. Et il y a aussi ceux et celles pour qui, je cite, on ne peut plus rien dire ou on ne peut plus rien faire. Dans les écrits, Caroline Fourest, pour ne citer qu'elle, a intitulé son dernier ouvrage « Le vertige MeToo ». Alors, pourquoi ce mot de vertige? Bon, un mot qui n'est pas que porteur d'inquiétude, mais qui évoque quelque chose de grisant. Donc, effectivement, les femmes se laisseraient griser par l'espèce de succès de cette parole nouvelle. Elle dénonce, je cite, « Cette vigilance sociale ne peut pas être une morale puritaine. Il y a une souffrance à voir ce féminisme très partisan réduire ces questions-là. » Elle conclut sur l'instrumentalisation politique de certaines dénonciations. Ce à quoi répond Camille Froidevaux-Métry, qui est une féministe assez engagée actuellement: la dénonciation doit être proportionnée. Mais n'oublions pas la disproportion qu'il y a à déplorer quelques excès face à la puissance dévastatrice du patriarcat. Donc vous avez l'argument et sa réponse. Autre auteur, Sabine Procoris, dans Le Mirage MeToo. Donc il va y avoir une espèce de gradation dans les reproches. Elle dénonce un mouvement structurellement vicié dont le projet n'est pas émancipateur, mais éradicateur. Il s'agit de, je cite, mise à mort sociale. Bérénice Levé, Libérons-nous du féminisme, affirme que MeToo ne serait que le paravent d'une croisade contre l'Occident, un mouvement de ressentiment à l'égard de l'homme blanc hétérosexuel. Je cite encore, « Il ne s'agit plus d'égalité entre les sexes, il s'agit de grand remplacement », terme que nous devons à Renaud Camus. « Là où était un homme, une femme doit advenir. » Continue, à l'extrême droite, on articule féminisme et nationalisme, ou même occidentalisme ou suprémacisme. Ainsi, Solveig Mineo exalte le féminisme blanc face à une immigration de culture musulmane supposée intrinsèquement misogyne. Continue, la critique des excès de MeToo est aussi portée par des intellectuels qui se rattachent au féminisme libéral, républicain, et se réclament parfois même de la gauche. Je cite simplement Elisabeth Badinter qui estime, je cite, qu'on livre des hommes à la vindicte publique sans passer par un minimum de justice. Par crainte d'islamophobie, les néo-féministes défendraient les femmes voilées en Occident et minoreraient les luttes pour le droit au dévoilement en Orient. Alors, Christine Barr, qui est un auteur assez reconnu aussi dans ce domaine, va critiquer ces points de vue en disant qu'il s'agit là d'une pratique d'intersectionnalité des haines. Bon, on a parlé beaucoup d'intersectionnalité. Là, elle renvoie l'argument en disant d'une certaine façon que ce que dit Badinter, c'est en effet attiser en fait la haine qu'il peut y avoir vis-à-vis de cultures qui ne sont pas la nôtre, tout simplement. Autrement dit, on assiste, d'après moi en tout cas, à une forme d'authentique backlash. C'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une contre-révolution, de même que j'hésite à dire qu'il y a une révolution MeToo, mais en tout cas, un backlash, c'est-à-dire un mouvement qui s'organise effectivement pour tenter
d'invalider en fait cette forme de nouvelle parole par des arguments qui sont effectivement tous alors plus ou moins recevables, mais en tout cas pour certains carrément fallacieux, surtout qu'ils mêlent critique du féminisme avec critique de l'écologisme et la critique du décolonialisme. En fait, ces trois arguments se fondent presque en un, ce qui est quand même assez significatif, tout au moins pour les arguments qui sont ceux de l'extrême droite et voire de certains arguments républicains, entre guillemets, je mets bien des guillemets. Donc, je vais, à partir de là, essayer de voir ce que l'on peut dire de ces positionnements qui, pour moi, ne sont pas, doivent être effectivement d'une certaine façon dépassés. Alors, on voit donc monter en Europe des extrêmes droites qui font l'éloge d'une masculinité dominante et abusive. Il y a aussi des discours antiféministes qui prônent la suppression des droits des femmes. Selon Christine Barr, toujours, l'antiféminisme le plus préoccupant aujourd'hui, c'est le masculinisme, avec les féminicides revendiqués comme tels. Cette forme d'oppression, je crois qu'elle relève de ce que l'on peut appeler la violence symbolique. Mais je dis qu'à l'heure actuelle, se manifestent d'autres formes de contre-révolution plus insidieuses. Et je citerai pour cela un auteur que j'ai particulièrement apprécié, qui est donc Marc Joly. Marc Joly va proposer l'idée que le patriarcat ajoute une autre forme de violence à la violence symbolique. Il appelle cela la violence morale. Alors, je vais essayer de réexpliquer un petit peu ces deux formes. La violence symbolique, elle est classique si vous voulez, elle repose sur l'intériorisation inconsciente de l'ordre injuste et de la vision du monde des dominants. Autrement dit, c'est ce que l'on connaît et que l'on qualifie parfois d'aliénation quand on parle un autre langage, mais en fait, c'est l'aliénation des femmes en fait à un ordre qui les oppresse. Donc, elles subissent la violence symbolique. La violence morale est-elle une sorte de mise à nu brutale de la domination sur le mode du harcèlement moral, de la jouissance de s'assumer irresponsable et de martyriser ici des femmes, des citoyennes. Cette violence morale, elle s'appuie, d'après Marc Joly, sur un processus psychique de subjectivité qui est celui du pervers, c'est-à-dire d'un sujet qui existe dans la dimension de l'autre, mais qui, malgré tout, vit avec l'autre et tente de le dévaloriser par une forme qui est une forme assez cynique, en fait, de rapport à l'autre. Alors, je vais citer Marc Joly, qui va le dire mieux que moi. Le déclin du fait de la critique féministe, du camouflage dans la violence symbolique des masculinités patriarcales et capitalistes, a engendré une société dans laquelle le mode par lequel le dominant jouit de sa domination sur le dominé est fondé sur le sentiment de pouvoir continuellement le plonger dans un état de sidération, d'offense, d'inexistence, sur la base d'un arsenal d'injonctions paradoxales, d'indifférence à la contradiction et à la vérité, d'effacement des continuités historiques et de tout ce qui fait sens. Aujourd'hui, le cynisme, par son potentiel d'inversion, est la règle de cette discursivité négative. Autrement dit, violence symbolique et violence morale ça se surajoute, mais aussi s'articulerait en fait, et ce qui rendrait effectivement extrêmement difficile
de contredire le discours, puisque en fait, il y a une forme de non-accès à la discursivité à travers ça. Ce que la violence symbolique permettait, la violence morale ne le permet pas. En tout cas, pas, à mon avis, au niveau du discours. Voilà, j'essaie de dire ça. Voilà. Alors, cette violence morale qui s'ajoute à la violence symbolique se voit renforcée dans le contexte de dévoilement démocratique et de dévoiement démocratique que nous connaissons. Si jamais il y eut démocratie, là aussi on rejoint notre débat, mais en gros, dans les cadres que nous connaissions, en effet, il y a quelque chose qui a changé. Et là, je reviens donc à une citation de Marx. Selon Marx, paraphrasant Hegel dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, l'histoire se présente une fois comme tragédie et ensuite se répertorerait comme farce. Marx y montre comment la lutte de classe en France créa des circonstances étranges et une situation telle qu'elle permit à un personnage médiocre et grotesque de faire figure de héros. Bon, donc il s'agit de Napoléon III. De nos jours, la farce s'impose comme modèle de médiation politique. La démocratie apparaît comme farce en raison des mensonges et des manipulations des acteurs du pouvoir. Se présentant comme spectacle, comme un immense cirque orchestré par les médias, le politique est dévoyé en anti-politique. Les problématiques d'émancipation des femmes sont aujourd'hui aux prises avec ces apories. C'est-à-dire qu'effectivement, on a là un questionnement qu'on ne peut pas éviter. Il ne s'agit plus d'après moi en tout cas, de se situer uniquement dans l'ordre de ce que l'on peut appeler le féminisme, puisque l'on doit se questionner aussi sur l'articulation aux formes du pouvoir tel qu'il s'exerce, c'est-à-dire malgré tout, et nous domine. Alors, quatrième point que je voudrais essayer d'aborder peut-être rapidement, comment imaginer de contrecarrer le backlash en cours? Puisqu'en fait, c'est la question que je pose. Au-delà de MeToo, c'est pas au-delà de MeToo, c'est MeToo encore, mais quelque chose de plus que ça. Et comment faire? Alors, bien sûr, on a accusé les outils Internet de tous les maux. Ils ont facilité, certes, la parole, mais ils font aussi obstacle quelque part, par la multiplication justement des interventions et par quelque part la remise en question en acte de ces paroles-là. Mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est l'outil qui est en cause? Pas uniquement. Et là, je vais citer quand même Fabienne Brugère qui dit ceci: n'oublions pas que la révolution féministe ne se fera pas dans les médias. Il convient donc, pour contrecarrer le backlash en cours, de prolonger et amplifier la révolution du sens commun, puisque c'est ça en fait. C'est une révolution du sens commun que propose le féminisme, c'est-à-dire une autre façon de voir comment et de reconsidérer des pratiques communément acquises et reconduites sans être questionnées. Et c'est là que peut-être Derrida ou d'autres peuvent nous aider dans la manière qu'ils ont justement de permettre de se décaler par rapport au sens commun. Alors, moi, je suis un peu perdue comme tout le monde, hein, donc j'essaie de penser les choses qui pourraient être dites ou faites. Une première voie doit être forcément, pour contrecarrer le backlash, une première voie doit être explorée, celle de conceptualiser les mots de l'émancipation, ou essayer de les conceptualiser. Alors, je prends quelques exemples. On parle beaucoup actuellement de service domestique. Qu'est-ce qui est dans ce terme-là? Bon, ce terme a été lancé, mais qu'est-ce qu'il recouvre réellement? Comment est-ce qu'on doit le travailler? Un autre terme, on parle de démocratie exclusive, bon, et inclusive. Bon, là aussi, ça demande à être revu. Il y a beaucoup de champs qui doivent être explorés. Bon, je parlerai aussi du consentement, bien entendu, le terme que l'on doit peut-être pas
peut-être, on ne sait pas, inclure dans le droit, et ça pose en effet pas mal de questions. Et puis, bien sûr, la question du viol systémique, endémique. C'est un débat encore. Et on doit, en effet, à mon avis, et les femmes doivent effectivement se saisir théoriquement de ces questions aussi. Pas que dans la pratique, mais effectivement théoriquement. Autre dimension qui doit être, à mon avis, revue, il faut cesser d'alimenter un débat entre universalisme et féminisme intersectionnel. Ça suffit, ça suffit. Bon, moi, j'avais essayé de dire, en effet, comment pouvaient s'articuler les deux il y a quelques années. Bon, je crois qu'en effet, on sait bien que dans notre société, la Déclaration des droits, en effet, ne parlait que d'humain en général et du coup, l'humanité en général masquait les réalités. Ça, c'est clair. Bon, je crois qu'il faut arrêter d'opposer, en tout cas, ces deux visions. En effet, il y a des discriminations spécifiques selon la race, l'ethnie, le sexe, etc. Bon, il faut absolument dénoncer la tâche aveugle des explications universalisantes, mais pourquoi? Parce qu'on ne peut réduire en effet l'inégalité sociale aux seules relations de classe, etc., etc. Bon, tout ça a déjà été dit et redit. Je crois que voilà, maintenant, il faut passer à autre chose, je crois. Et il faut essayer de trouver quels seraient justement les territoires d'inclusion dans le modèle républicain. Un modèle républicain qui, en effet, a évacué pendant longtemps les discriminations, qu'elles soient raciales ou ethniques. Donc tout ça, bon, ça doit être du positif et pas, à mon avis, une opposition frontale qui, en effet, est manipulée par certains, mais à bon escient pour eux. Nous entendons. Autre direction, je dirais ceci. Il faut rappeler, et là je vais paraphraser Gramsci, qui là aussi a été beaucoup utilisé en ces temps récemment, y compris à l'extrême droite. Mais bon, pourquoi? Parce qu'il aurait dit qu'en effet, la révolution culturelle voilà, est importante. Oui, certes. Mais il a aussi dit ceci, la lutte contre l'hégémonie, et notamment patriarcale, ne saurait se limiter à la seule bataille des idées. Donc, je le cite. Pour indispensable qu'elle soit, elle ne saurait suffire et doit s'arrimer à une praxis. Bon, aussi, peut-être à creuser, adéquate. Une praxis adéquate, c'est-à-dire, par exemple, je pense qu'il est temps de prendre conscience et de valoriser, beaucoup plus que cela n'est fait, les nouveaux répertoires de pratiques féministes. Alors, par exemple, celles qui sont orientées vers la justice sociale pour les groupes minorisés. Alors, par exemple, vous avez une association qui s'appelle Parvis et qui a créé des maisons pour les femmes battues. Qui sait que ça existe, peu de monde. On peut aussi s'orienter vers des expériences qui réorganisent le travail et la vie quotidienne. Et par exemple, j'ai appris leur existence, un groupement qui s'appelle la Meuf. C'est assez rigolo. Alors la Meuf, en fait, c'est quoi? Médecine engagée, unie et féministe. Il s'agit de lutter contre le sexisme dans le milieu de la santé, promouvoir des soins féministes, faire connaître les problématiques de harcèlement dans le soin, etc., etc., analyser les discriminations, etc. Donc, ce groupement, en effet, existe et qui sait, en effet, que cela existe. Je crois que là, il y a des choses très importantes qui se passent et qui sont donc, qu'il est nécessaire d'investir au-delà de ce qui est de l'ordre du discours, qui doit aussi perdurer. Autrement dit, il faut, je pense, tenir ces deux dimensions en même temps. Que dire encore? Il y a tout le chantier des inégalités au travail, de l'inégalité salariale, etc. Alors, je ne vais pas faire peut-être l'analyse de tout cela, mais en gros, il y a des propositions, il y a des plans d'action qui existent. Par exemple,
les propositions qui ont lieu au plan international sont proposées par une association féministe qui s'appelle les Glorieuses. Alors, les Glorieuses ont une proposition en 7 points qui permettrait, d'après elles, donc de mesurer ces inégalités salariales, puis de les réduire, et elle propose donc notamment de s'inspirer des exemples qui existent à l'extérieur de la France. Par exemple, en Suède, pour le congé parental, pour l'égalité salariale, il y a une norme ISO. Par exemple, en Islande, nous n'en avons pas connaissance ici, l'augmentation des salaires dans les secteurs à prédominance féminine, comme par exemple tous les assistants de travail domestique. Bon, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a des choses qui sont faites, qui existent et dont on pourrait s'inspirer. Voilà, bon, j'en termine avec mon exposé et je vous laisse poser quelques questions si vous le souhaitez. Je vous remercie, c'était très intéressant. Peut-être avant que je réagisse moi-même, quelqu'un peut-être une question ou un commentaire à faire de façon liée? Non? Personnellement, j'aimerais bien revenir sur un point. Vous avez évoqué le vertige MeToo et ce que moi j'ai pu comprendre dans cet ouvrage, c'était une critique importante sur la place des médias, la place des réseaux sociaux. Et vous avez un petit peu balayé ça d'un revers de main et le fait que ça ne passe pas forcément par la justice et l'impact de MeToo peut être critiqué par rapport à ça. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, bien, c'est l'actualité. Vous avez employé le terme de backlash, qui est un terme anglo-saxon. Moi, je pense forcément aux élections américaines qui n'ont jamais été aussi genrées et aussi clivantes que cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez m'en dire, faire un commentaire par rapport à ce backlash et la venue d'un personnage aussi odieux que le futur président des États-Unis? Pour la première question, bon, Caroline Forest, oui, je suis allée un peu vite, mais je voulais pas approfondir la question en fait par rapport à en ce qui la concerne, c'est un peu complexe. Non, je ne parlais pas de ça. Elle a parlé de vertige, c'était au sens où ça n'est pas que négatif pour elle. Hein. Voilà, il faut rétablir peut-être, d'après ce que je sais, en tout cas de son ouvrage, c'est-à-dire qu'elle elle a quand même défendu les droits des femmes pendant des années. Et elle a même été en but à des critiques extrêmement violentes. Donc, je crois que non, c'est pas seulement ça. Mais là, elle accuse une forme de moralisme, si vous voulez, et de moraline qui serait sous-jacent au féminisme ou à certaines formes et là, moi, je suis pas trop d'accord. Voilà, en fait, parce que qu'il y ait des excès, que les médias, effectivement, ça va dans les médias, et c'est ce que je dis, il y a une forme d'amplification par les médias, ça, c'est voilà, et c'est de toutes les, simplement le féminisme qui est en cause, c'est toutes les manifestations de la parole, en fait, sont prises en effet dans ce cercle des médias, et c'est assez difficile de contrer, mais peut-être s'agit-il aussi de se situer hors de ce champ, c'est ce que j'essayais de dire, en fait. Bon. Non, mais je sais pas, c'est vrai que parfois, il y a eu des accusations qui, en effet, se sont révélées fausses. Oui, voilà. Il y a eu, en effet, et le fait qu'elle parle du vertige de la parole, c'est en effet ça, c'est que, en effet, on peut prendre la parole sans tout à fait se soucier des répercussions que peuvent avoir cette prise de parole, et ne pas être tout à fait consciente de. Ce qu'il appelle le phénomène backlash en réaction. Et le backlash, eh bien, c'est cette réaction, mais ce que je pense profondément, c'est que derrière une réaction qui peut en effet s'entendre à la fois sur ses excès, peut-être, il y a aussi d'autres choses qui se cachent, qui en effet, une volonté forte
d'aller contre, en effet, tous ces progrès qui ont été, en effet, réalisés dans le domaine des droits, par exemple, ou dans le domaine de... Voilà, je crois que faut faire très attention à ça. Et en effet, quand on est aussi porteur d'une parole intellectuelle, je pense à Madame Badinter, souvent, sa parole n'est que l'effet, bon, elle ne fait que s'offusquer, je dirais, et est-ce qu'elle réalise tout à fait le poids que peut avoir sa parole? J'en suis pas sûre. Voilà. Dans le même, c'est le même genre d'excès qui va se trouver dans ce genre d'intervention, et il faut faire extrêmement attention. Et là, il y a une façon très, très... je crois que la liaison, la critique du féminisme, la critique du décolonialisme, maintenant, elles sont fortement engagées aussi. Oui, il y a la polarisation des opinions, comme on dit, c'est clair. Ouais. Et sur le phénomène américain. Ah oui, alors l'Amérique, qui j'ai va pas nous grand-chose. arriver. Qu'est-ce que je peux dire que nous devons lutter contre cette forme, oui, qui peut nous menacer aussi, parce que ce que j'essaie aussi de dire, c'est que derrière le cas américain, il n'y a pas que le cas américain. Je pense que nous sommes aussi dans cette problématique de la farce et du grotesque, très largement, non seulement comme représentation, mais comme forme de médiation. Moi, je ne sais pas, par exemple, un certain nombre de médias, comme par exemple ce qui se passe chez Hanouna, pour moi, est la représentation en acte direct de ce qui se passe là. Et en effet, ouais, il faut... Nous avons eu quand même une ancienne ministre qui s'est pliée à ce genre d'exercice dans le cadre de l'émission en humain. Et là, je trouve ça extrêmement grave, parce qu'on avait les deux formes, à la fois comme si les revendications émanant du peuple ou des individus pouvaient, en effet, ne pouvaient que passer par le biais de cette forme de cirque. Voilà. Sur le poids des médias et le fait que les revendications, quelquefois, s'expriment sur les ondes d'une façon où on est un peu surpris. Je reviendrai à une manifestation récente qui a été proposée par l'Espace Marx, c'était de recevoir un jeune Israélien pacifiste. Et ce garçon, c'est un cri dans une société qui est de plus en plus militarisée. Eh bien, il a eu l'idée qu'il a exploitée d'aller dans un jeu de trash télévision et d'y passer le plus de temps possible pour pouvoir faire passer ses idées. Parce qu'évidemment, là, il publie un livre qui va être lu à très peu d'exemplaires, tandis que chaque fois qu'il passait à cette heure de grande écoute enfermé dans un lieu, etc., hop, il pouvait faire passer une idée. Je crois qu'il est resté pendant 3 semaines. Et évidemment, alors là, on peut se poser la question de quels sont ces canaux que nous devons emprunter pour faire. Alors, plus optimiste quand même, je reviendrai sur le terrain des femmes. Et moi qui ai très peu d'occasion de me réjouir de ce qui se passe pour la cause des femmes, j'ai été quand même bluffée par ce qui s'est passé en Espagne très récemment, dans les dernières années, où dans les fêtes de Pampelune, qui sont des débordements absolument épouvantables, un groupe de jeunes gens avait violé une jeune fille plusieurs fois, s'était pris en photo, avait fait des vidéos, etc. Et quand cette jeune fille, le lendemain, a émergé, ça a été très facile d'arrêter. Et nous étions en Navarre. Or, le système, les gens en place en Navarre pour juger, c'était des gens qui étaient déjà là sous Franco. Donc, ils ont pris
ils ont jugé, c'était le système patriarcal, et quand ils ont regardé ces images, ils ont dit, oh mais cette fille, mais, ben, il y avait consentement puisqu'elle n'a pas réagi. Eh bien, ce qui a réagi, c'est le peuple des femmes, c'est-à-dire que les femmes partout en Espagne, des dizaines de milliers de femmes sont allées dans la rue et ont dit, puisque la loi ne nous convient pas, il faut modifier la loi. Et des psychiatres, etc., ont travaillé avec elles, et là, une nouvelle loi a été votée. Il s'est passé un peu de temps, quelques années. Un de ces intervenants a eu le temps de commettre, qui était policier d'ailleurs, a eu le temps de commettre à 800 km un autre crime de la même façon. Mais enfin, ils ont été arrêtés, ils ont été rejugés avec la nouvelle législation et ils sont en prison. Et je me souviens, je garde en mémoire ce que disait Alini. Elle disait, les filles, sachez qu'il faut passer par la loi. C'est par la loi que vous obtiendrez des choses. Et je crois que c'est un exemple de ces avancées qui sont de véritables avancées pour la cause des femmes. Oui, mais c'est sûr qu'en Espagne, effectivement, il y a eu un saut qualitatif, effectivement, dans le domaine du droit. Oui, certain. Mais ce que je voulais dire en termes de réflexion sur le consentement, c'est que aussi, il faut regarder, on ne peut pas introduire cette notion sans trop regarder ce qu'il en est de la qualification des délits et des crimes. Parce que selon les pays, le consentement, la question du consentement n'a pas le même retentissement. Selon la législation, par exemple américaine, ne qualifie pas le viol de la même manière qu'en France. Et donc, voilà, c'est des choses, il faut faire attention. Par exemple, ce que certains disent à propos de la manière d'introduire donc le consentement dans le droit français, il faut faire attention au fait que à la fois, ça pourrait être utile, mais ça peut aussi aboutir à faire peser tout le poids de la preuve sur les femmes et donc sur les victimes en réalité. Donc, il peut y avoir un transfert, si vous voulez, sur les victimes. Voilà, c'est un des arguments qui est avancé contre. Et qui peut, voilà. Oui. Oui. Déjà avoir je me demandais je me demandais, vous avez parlé de violence morale. Je trouve qu'on entend beaucoup de choses, cette question d'inégalité salariale. Voilà, je entends beaucoup de choses au niveau de la théorie, mais concrètement, je me demande comment ça se manifeste. Les inégalités salariales, il me semble qu'il y a des barèmes, vraiment, concrètement, comment barème dans quel gouvernement de la femme, par rapport au naturel dans certains métiers de la femme. Oui. Voilà, complètement sur je vois aussi beaucoup d'affichage régulièrement. Vous parlez de force et de spectacle. Quand vous affichez, il y a 80% des personnes handicapées qui sont maltraitées, ça me paraît tellement énorme. Alors, est-ce que vraiment on est dans une société comme ça ou est-ce que je ne sais pas entre la réalité et ce qui est avancé Oui, sur les inégalités au travail, elles sont mesurées, effectivement, elles peuvent être mesurées globalement, ou alors, à ce moment-là, est-ce qu'on parle de mesures à équivalent temps plein, c'est-à-dire qu'on va comparer ce qu'il en est des salaires donc, pour des individus qui travaillent à temps plein. Alors, elle est à peu près de 14%
En France, les femmes gagnent 14% en gros, de moins que les hommes, en moyenne. Oui, en qualification Oui, égale. Après, il y a à compétence égale, le taux est simplement de 4%, de moins. Et par contre, si c'est tout temps de travail mélangé, on tombe à 25% environ. Pourquoi? Parce que les femmes sont aussi victimes d'une forme de travail à temps partiel qui est liée à le travail à temps partiel plus que les hommes. Et en fait, on a quelque chose donc qui les pénalise du fait que leur temps de travail est moindre et donc effectivement les salaires en moyenne vont être moindres. Voilà. Avec en plus le phénomène de la maternité qui interfère avec, je dirais, leur disponibilité professionnelle attendue par les employeurs. Il fait que le rapport qui existe dans le recrutement, à chaque fois, c'est tout juste si les employeurs, c'est interdit, certes, hein, mais ne demandent pas à la personne qui se présente si elle n'est pas enceinte. Non, mais je caricature pas, hein. Non, c'est que ça a existé. Bien sûr. Et oui. Donc, il y a des personnes qui sont actuellement en charge dans certaines institutions pour essayer de canaliser un peu tous ces abus. Mais bon, malgré tout, ils persistent. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des règles qui ont été imposées, mais qui sont appliquées que dans les entreprises de plus de 100 salariés. Enfin, il y a tout un tas de règlements, si vous voulez, qui font que globalement, la masse des femmes salariées sont quand même pénalisées. Hein, on va dire ça. Voilà. Donc, en effet, il y a des luttes spécifiques, il y a des revendications spécifiques. Bon, j'avais porté là, je vais pas vous lire, le collectif Nous Toutes demande la mise en place d'un budget de temps. Et donc, vous avez 3 axes de demande aux politiques publiques qui sont énoncés. Donc, prévention des violences de genre, accompagnement et soutien des victimes, garantie à l'accès équitable aux droits fondamentaux de toutes, c'est-à-dire droits économiques et sociaux, droit à la santé, droit à la justice. Tout un programme, en fait, existe et est déroulé, mais doit effectivement être porté en avant pour qu'il puisse en effet voir le jour. Et le planning familial qui porte beaucoup de ces projets voit ses budgets réduits d'une façon. Alors, c'est vrai que la situation actuelle n'est pas favorable, en tout cas, a priori, se présente pas comme favorable, mais bon, ce sont des domaines dans lesquels il est, à mon avis, très important de lutter parce que c'est à travers aussi le travail, à travers l'expérience collective que les femmes peuvent aussi accéder à d'autres prises de conscience. Donc c'est pour ça que la question de MeToo n'est pas séparée du reste. Voilà, d'après moi. Et c'est pour ça qu'il faut y revenir à cette articulation, c'est fondamental. Beaucoup de salariés aujourd'hui qui seraient peut-être revenus sont en manif à cause des Hélas, oui, à cause des 3 Jours de carence. 3 jours de carence. Oui. Mais le syndicaliste que je suis n'avait pas prévu qu'il y aurait une manifestation Et non, voilà. le 5 décembre. Mais je n'avais pas prévu non plus la destitution de Barnier suite à la censure. Mais on ne peut pas tout prévoir. Non, je voudrais revenir plus sérieusement sur le débat là, la présentation que nous a faite Marie-Claude. D'abord, je crois qu'on n'est pas sorti, je le dis très tranquillement, on n'est pas sorti de la domination patriarcale et de tout ce que ça induit, je dirais, dans les comportements quotidiens, dans la vie courante. Mais ce n'est pas pour stigmatiser que je dis ça, parce que d'abord, cette culture de la domination patriarcale, comme elle est ancestrale, enfin, ouais, en tout cas, elle est sur longue période dans l'histoire de l'humanité, est évident qu'on ne va pas se débarrasser d'un coup de baguette magique de toutes les questions qui sont soulevées par la lutte des femmes, lutte justifiée, mais qui permet aussi d'interroger tous les rapports humains et tous les rapports sociaux et nous donne aussi des éléments qui permettent de penser à un autre type de civilisation. Voilà. J'en dirai pas plus, mais c'est un combat très important et je partage l'évocation que tu as faite de Gramsci, c'est que vraiment,
il y a la bataille d'idées, mais il y a d'abord les situations concrètes et donc ce qu'on appelle la praxis, c'est-à-dire l'aller-retour entre l'expérience et ensuite tous les enseignements qu'on en tire. Et ça, c'est extrêmement important parce que comment dire, ça relativise aussi certains discours qui soit sont culpabilisants ou soit apportent trop de connotations morales, mais parce que tout simplement, je veux dire, on ne pourra changer. Et d'ailleurs, les transformations, elles se font sans nous. Enfin, quand je dis nous, ceux qui sont engagés, ceux qui sont militants, on y participe. Hein, attention, ne faites pas dire qu'il ne faut pas s'engager, au contraire. Hein. Mais je veux dire que dans la société, les gens, ils ne sont pas non plus inintelligents. Ils mesurent dans l'expérience qu'ils font de toutes ces questions-là, dans leur vie quotidienne, l'intérêt aussi pour les hommes d'avoir des femmes libérées. Et je le dis comme ça, un petit peu hein, pour m'amuser. Mais il y a encore beaucoup d'hommes qui peuvent le vivre comme l'instauration de nouvelles dominations des hommes par les femmes. Et malheureusement, il y a aussi, comme il y a une déperdition, enfin, la société, elle véhicule quand même des valeurs qui sont plutôt basées sur la concurrence, plutôt basées sur la domination, l'exploitation de l'autre, etc. Évidemment, tout ça, vous voyez, c'est pas aussi simple. Mais par contre, là où je rejoins complètement ce que disait Halimi, c'est que, mais Halimi, elle ne le dit pas n'importe comment. Elle dit, il y a la lutte des femmes, et il faut la mener jusqu'au bout, et il faut gagner son inscription dans la loi. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que cette lutte, elle est devenue suffisamment forte en termes d'aspiration dans la société, elle est suffisamment partagée pour qu'ensuite elle s'inscrive dans la loi. La loi, elle ne fait qu'entériner un rapport de force, quelque chose qui s'est construit dans la société et qui restitue pleinement le rôle de toutes les combattantes qui se sont battues justement pour construire de nouveaux rapports humains et faire que les femmes aient toute leur place à égalité avec les hommes dans le champ politique. La France, quand même, elle n'a pas fait très fort. Hein. Je veux dire, elle a attendu 1956, je crois, hein, pour voter l'accès à la chose politique et le droit de vote, obtenir le droit de vote pour les femmes. 45. 45, oui, pardon. 65, le chèque. Oui, Le chèque, voilà. c'est ça. Le droit à pouvoir avoir une autonomie financière légale. Oui, mais, alors, Halimi, très bien. Hein. Donc, j'avais rencontré quand elle avait présenté des candidates à Bordeaux. D'ailleurs, il y avait eu une candidature, une volonté de candidature féministe à un moment donné. Et donc, effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant, mais le défaut, c'est qu'on a tendance après à ne voir que la formulation dans le droit et à travers le droit. Et les droits réels ne sont pas forcément les droits reconnus juridiquement. Et donc, il faut bien regarder tout ça. Surtout, je crois que ce qui importe quand on désire en effet s'émanciper, c'est d'abord penser à oser. Alors, on a une féministe qui s'appelle Oser le féminisme maintenant, mais oser, mais ça veut dire oser connaître, ça veut dire oser accéder à la connaissance, oser savoir, c'est tout ça. Et ça n'est pas décrit en termes ni de droit, en termes de droit directement. Et là, c'est en effet un saut dans l'inconnu qui se fait, et c'est pour cela qu'on ne peut pas en prédire non plus la marche a priori. Mais écoute, merci Marie-Claude hein, pour c'est pas une conclusion, mais cette ouverture sur l'action. Je vous remercie. On va prendre 2 minutes de respiration avant la prochaine intervention.